Salut les amis, c'est Max Blade et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler à nouveau de Star Wars Vision. On va faire un petit point sur l'épisode 4, l'épisode 5. Je vais vous faire un petit résumé, vous donner mon avis sur ces deux épisodes qui nous amèneront en fait à la moitié de la série de vidéos sur Star Wars Vision puisqu'il y a 9 épisodes et on va maintenant faire 2 épisodes à chaque fois par vidéo. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, je vous invite à bombarder les petits pouces bleus. Ça aide au référencement, ça aide la chaîne à grandir et ça permet aussi de développer ce nouveau concept. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche de notif qui vous met au courant dès que je pars en live, dès que je m'enligne une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description. Avant tout, encore une fois, je tiens à m'excuser au moment où j'enregistre. Vous l'entendez sûrement, je suis encore complètement malade, ce qui peut faire qu'il y ait des petits cuts, des petites choses qui pourraient transparaître. J'essaye de lisser au maximum quand je fais la vidéo. Du coup, on va attaquer l'épisode 4 de Star Wars Vision, qui est donc le quatrième court-métrage de la série d'animation comportant 9 courts-métrages Star Wars Vision, la série d'animation japonaise, et on le sent, ça a une très très forte connotation japonaise pour beaucoup. Il a été réalisé par les studios Kinema Citrus et Hitoshi Haga. C'est les personnes qui ont réalisé ce court-métrage qui est plutôt pas mal, qui traite un autre aspect qu'on trouve dans tout ce qui est Star Wars. Et clairement, voilà, ça permet pas mal de petites choses. Donc dans cet épisode, on va suivre tout simplement une ancienne Jedi, une ancienne Padawan, qui a perdu son maître, comme tous les Jedi pendant l'Ordre 66, etc., et qui se cache plus qu'autre chose. Elle se cache en essayant de se mêler très très peu des affaires des autres, très peu des choses. Elle passe plutôt qu'autre chose pour essayer de se rendre le plus invisible possible. Je vous ai mis en arrière-plan une image, vous voyez que son sabre laser ressemble énormément à un katana. C'est pas le premier dans Star Wars Vision qu'on voit sous une forme de katana, puisque dans le premier épisode, le Ronin, c'était pareil, c'était des katanas laser, la petite touche japonaise, et puis en termes de dessin, vous le voyez, on est excessivement sur de l'animation japonaise. Au départ, j'avais peur que ça me gêne, et clairement, au fur et à mesure des épisodes, je m'y suis adapté. Je m'y suis adapté, et je trouve ça même plutôt beau. Là, on est typiquement sur un dessin animé japonais, et vraiment bien ficelé, bien fait. On traite, comme je l'ai dit, dans Star Wars de beaucoup de choses. Il y a énormément de choses que vous voyez, et il y a pas mal de choses sous-jacentes, que ce soit des leçons de vie, des conseils, ce genre de choses-là. Et là, on est plutôt dans ce côté-là, en tout cas pour moi, c'est mon ressenti. L'histoire, elle est simple. L'ancienne chevalier Jedi va arriver sur une planète très très liée à la force et à la force naturelle. C'est-à-dire qu'il y a une très forte connexion entre la nature et les habitants, et entre la force et la nature, de toute façon. Donc on a toute une partie de l'épisode qui nous met en place la vie du village qu'on va suivre en plus de cette jeune Padawan, puisque tout va se jouer avec ce village-là. Ce village-là, il est malheureusement assailli par des chasseurs de primes, et eh bien ils avaient demandé que le chef du village se rende et soit embarqué avec eux. Le chef du village étant une personne assez vieux, c'est sa petite fille qui a décidé de prendre les responsabilités et d'aller avec les chasseurs de primes pour laisser le village en paix, laisser la planète en paix, et laisser un petit peu cette harmonie qui se crée. Donc les habitants de ce village vivent très très simplement. Ils sont plutôt à festoyer avec pas mal de choses, et même une décision importante comme ça, donc que la petite fille du chef du village qui appréciait de tout le monde parte pour sauver le village. Il y a un repas la veille au soir de l'événement, et ils doivent fêter avec tout le monde, même avec les inconnus, même tout ça. C'est là où du coup le village et la Padawan se rencontrent, puisqu'elle se retrouve au village ce fameux soir. Les habitants l'incitent à partager la fête entre guillemets avec eux, et c'est là où elle en apprend un peu plus. Bien sûr, le lendemain, les chasseurs de primes arrivent. Elle se rend compte que, mine de rien, la chef du village, puisqu'elle y va en tant que chef du village, assume ses responsabilités, assume son rôle, alors qu'elle se cache en tant que Jedi. Mais c'est des choix différents. Mais ça permet de réfléchir à ce qui se passe un petit peu, et c'est plutôt intéressant. Au dernier moment, elle décide donc d'intervenir et de prendre elle-même ses responsabilités de Jedi, et d'intervenir pour sauver un petit peu la situation. C'est un épisode assez sympathique. Il n'y a pas énormément
d'effets visuels dingues, pas énormément de trucs aberrants. On va voir que dans l'épisode qui suit, le 9e Jedi, on est déjà sur quelque chose de plus spectaculaire, plus visuel, mais là on est quelque chose de plus euh, à l'arrière-plan. Comme je l'ai dit, la petite leçon de vie dans la vie, il faut savoir assumer ses responsabilités par rapport à ce qu'on est. C'est un petit peu ce qui pousse au final cette Jedi à prendre son rôle de chevalier Jedi et à défendre le village en commençant par là et arrêter de se cacher. Comme je l'ai dit, c'est un très bon épisode, j'ai pris pas mal de plaisir à le regarder. Ce n'est ni un de mes épisodes préférés, ni un des moins appréciés de ceux que j'ai regardés. Il est plutôt sympathique et voilà, il permet de réfléchir, passer un bon moment en se posant et en regardant un petit peu plus les choses tranquillement. L'épisode suivant, qui s'appelle du coup le 9e Jedi, est complètement à l'opposé de l'épisode 4, donc l'épisode 5, on est sur le 9e Jedi. Et alors ça dure 21 minutes, c'est l'épisode 5 comme je l'ai dit. Le scénario a été fait par Kenji Kamiyama et réalisé également par cette personne-là, donc Kenji Kamiyama, qui a réalisé et scénarisé l'épisode, tout simplement. Donc le 9e Jedi, le titre de l'épisode 5, est complètement à l'opposé. Il casse, hein, et comme je l'ai dit, il faut faire attention avec Star Wars Vision, on est dans le non-canon. Donc ils peuvent prendre des libertés qui n'existent pas dans les œuvres canon, mais il y a des très bonnes choses qui en sortent. Et pour moi, on reviendra à la fin de cette vidéo sur le 9e Jedi, qui pour moi mérite une adaptation plus longue, et pourquoi pas une série, par rapport à cet épisode, ce petit court-métrage, parce qu'il est vraiment très très bien. Donc il a été également produit par les studios de production IG, et comme je l'ai dit, réalisé par Kenji Kamiyama. C'est plutôt un épisode où là, on va rentrer un peu plus dans le lore de Star Wars. Alors, tout simplement, la personne que je vous ai mis en fond, qui est Kira, si je ne dis pas de bêtises, est la fille du forgeron, une des rares personnes encore capables de forger les sabres laser. Donc là, on sort de l'histoire Star Wars, où c'est les Jedi qui créent leurs sabres avec la force. On fabrique des sabres laser et le forgeron en a fabriqué en tout 9. 9 sabres laser qu'il doit emmener. Il est en lien avec un ancien Jedi et l'ancien Jedi a envoyé des messages à 8 anciens Jedi ou potentiellement Jedi pour reformer l'ordre Jedi après justement tout ce qui s'est passé lors de 66, les Sith. On parle clairement des Sith comme des menaces des anciens Jedi. On est vraiment, on pourrait se dire, peut-être 4, 5, 6 siècles après tout ce qu'on connaît de Star Wars, puisque ça parle réellement de quelque chose bien plus ancien. On balaye les Skywalker, on balaye tout ça, puisque on est du non-canon. Il n'y a pas d'empire à proprement dit, on n'en entend pas parler en tout cas dans l'épisode. On entend parler des Jedi, des Sith, et du bien contre le mal, la base de Star Wars. Au final, le forgeron termine de fabriquer les sabres pendant le conclave qui se tient sur un temple mis dans l'espace, hein, tout simplement, où les Jedi vont se regrouper. On sent que les Jedi sont très curieux, ils se retrouvent, on voit différents visages au fur et à mesure les uns des autres. Je vais vous afficher une des photos par exemple. Donc voilà, hein, par exemple, l'un des Jedi qui sera dans l'histoire directement. Et eh bien, il y a pas mal de choses à voir par rapport à tout ce qui va se passer dans ce temple, c'est assez important. Au final, des chasseurs de primes arrivent, toujours ces chasseurs de primes, hein. C'est la base, quand c'est pas les Sith ou l'Empire, eh bien ces chasseurs de primes arrivent chez le forgeron, et clairement, le forgeron, eh bien, va se faire attaquer. Donc il fournit les sabres laser à sa fille, Kira, qui est juste là, et il lui demande de les apporter aux Jedi. Donc on se rend compte que Kira est assez connectée à la force, mais pas complètement. Quand elle tire, elle allume un sabre laser, la lame est sans réellement de couleur, un petit peu noire, elle varie en taille, elle n'a pas réellement de forme, puisque dans cet épisode, ce n'est pas le Crystal Kyber qui donne la couleur au sabre, c'est l'utilisateur. Alors ça, voilà, ça peut être bien, ça peut être moins bien. Moi, ça m'a pas dérangé dans l'épisode parce que c'est plutôt bien tourné. En effet, si vous êtes un Jedi, votre sabre s'allumera très probablement en vert ou en bleu. Si vous êtes à la limite du côté obscur
et du côté clair, comme par exemple Mace Windu qui utilisait l'art et qui avait sa lame violette, puisqu'il était capable d'aller piocher dans le côté obscur pour se battre, eh bien vous aurez un sabre violet, et si vous êtes du mauvais côté, vous aurez un sabre rouge. En soi, une fois que vous allumez un sabre, vous ne pouvez pas mentir sur ce que vous êtes. Et c'est assez important parce qu'en final, on se rend compte qu'il y a beaucoup de Jedi qui ont été démasqués par les Sith et capturés. Et au final, sur tous les Jedi qui se pointent, eh bien, nous n'avons pas 7 ou 8 Jedi et par exemple un Sith, mais nous avons un Jedi plus Kira, et le reste sont des Sith. Donc voilà, je vous affiche une des scènes du film où vous voyez les différents Jedi autour et leurs sabres s'allument en rouge. Donc là, ils sont démasqués, on sait que c'est des personnes qui appartiennent au côté obscur, qui appartiennent au Sith. Un combat va du coup s'en suivre entre les bons et les mauvais. On retourne dans le côté Jedi versus Sith. Et clairement, eh bien, on se rend compte que le Jedi qui avait organisé tout ça est un excellent bretteur. Kira va se battre avec le petit Jedi, je ne sais plus son nom, qui lui a une lame bleue. Au fur et à mesure du combat, eh bien, la lame de Kira va s'affirmer. Elle va devenir vert et bien dure. Donc elle se familiarise avec le fait d'être un Jedi. Au final, les Sith sont vaincus. Voilà, comme je l'ai dit, il y aura du spoiler. Les Sith sont vaincus, sauf un qui petit à petit rebascule vers le côté clair et sa lame devient violette. Ce qui laisse paraître quand même qu'on peut revenir du côté obscur beaucoup plus facilement, parce que là ça se fait en 2 minutes, que on pourrait le voir dans les séries originales. Au final, ils partent en quête des autres, puisque le maître Jedi qui a organisé tout ça, le comte, je sais plus son nom d'ailleurs, sent encore tous les autres Jedi en vie, tout comme le père de Kira, et leur but c'est d'aller les sauver. Ils demandent également à Kira d'être le 9e Jedi. Voilà un petit peu pour le résumé de l'épisode, et comme je l'ai dit, pour moi c'est un épisode qui mériterait d'avoir sa propre série. Effectivement, là en quelques minutes, en 21 minutes, ils ont développé un background énorme de ce qu'ils pourraient faire autrement. Alors j'espère qu'un jour on verra la suite de ça. Pourquoi pas les sauvetages des uns et des autres, refabriquer un ordre Jedi, repartir autrement. Et en plus là, il y a vraiment l'élément de le sable change de couleur par rapport à son possesseur. Alors, par rapport au côté canon, c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça marche. Le Crystal Kyber choisit son porteur et sa couleur se fait par rapport au Crystal Kyber. Quand il est rouge, les Sith le font saigner, il peut devenir blanc si on le soigne après un saignement, comme l'a fait Ahsoka dans The Mandalorian par exemple. Mais le Crystal Kyber a sa propre couleur, ce n'est pas l'utilisateur qui fait la couleur du sabre. Mais là, clairement, ils ont mis un petit background plutôt sympa sur cet épisode-là. Et clairement, pour moi, il doit y avoir une suite à ce petit court-métrage, une suite à ces épisodes, et pourquoi pas une petite série animée, par le même développement, par les mêmes créateurs, exactement, et suivre leur histoire. Pour moi, ils tiennent quelque chose sur cet épisode-là, que je n'ai pas vu spécialement sur les autres. J'ai pas ressenti ça sur les autres. Là, je me serais bien mis un deuxième épisode, s'il y en avait eu un. Mais c'est le premier où j'ai ressenti ça. C'est clairement pour moi un de mes épisodes préférés par contre de ce que j'ai vu jusque-là. Rien qu'avec cette petite notion de une petite suite derrière ferait pas de mal. J'aurais bien mis un autre épisode juste derrière, mais pas un épisode d'un autre court-métrage, vraiment une suite. Donc à voir, j'aimerais bien que ça se passe, je suis pas sûr que ça se fera un jour, mais l'idée est très très bonne. Le court-métrage est très très bon. Et clairement, c'est un excellent moment. En tout cas, 2 très beaux courts-métrages sur Star Wars Vision, le 4 et le 5, avec une très forte préférence pour le 5. Pour ma part, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez ressenti en les regardant, si vous avez apprécié un petit peu les épisodes, ou pas du tout, et pourquoi. Et on peut en débattre dans l'espace commentaire. Sur ce, moi je vous laisse là, prenez soin de vous, à très vite. Ciao ciao les amis.